il y a tout l'incertitude de trouver où dormir. Et en général, ils sont dans Dr. Brown, ils sont dans les shelters et parfois toute la question de la qualité de vie et toute la question. Et ces personnes-là sont fragilisées. En plus, ils n'ont même pas de statut et ils ne peuvent pas être certains auraient aimé retourner à l'école plus rapidement, pouvoir mieux se passer dans la société. Ils peuvent pas parce que leur statut ne leur permet pas de pouvoir aller à l'école. Leur statut aussi ne leur permet pas d'avoir un accès correct au logement. En général, même les personnes qui louent des logements, ils ne louent pas à quelqu'un quand la personne dit que je suis asylum seekers. Et tout ça crée une situation où ces personnes-là développent un ensemble de problèmes qui, après, deviennent une charge pour le système de santé. Alors que si on facilitait les choses, on sait que ce sont des personnes qui contribuent et qui contribuent beaucoup, parfois plus que des personnes qui sont nées ici parce que tout simplement, il y a ce syndrome de reconnaissance qui font qu'ils se connectent et qu'ils travaillent dur pour s'occuper de leurs enfants. Donc, je trouve que il y a un vrai travail à faire et la recherche a son mot à dire pour montrer les chiffres et montrer les chiffres entre ceux qui sont bien accueillis, comment ça se passe, et ceux qui sont mal accueillis, comment ça se passe. Mais sauf que comme ça l'a dit, quand on fait des projets sur ces enjeux-là, en général, il n'y a pas de financement parce que ce n'est pas une population qui intéresse beaucoup les organismes de financement et surtout les trois agences. I'm sorry, parce que je ne vais pas répondre. Il y a Schwab ici, puis après cette question. Il y a même la Schwab. My question is actually for Dr. Brownstreet. So I'll be the devil's advocate. The healthy immigrant effect, right? When newcomers come, generally they're very healthy because of immigration screening. But over time, it's downhill. So by the time they get diagnosed, the first line of defense is metformin in terms of treatment. In the Scandinavian countries, I think Dr. Idris and I were casually talking about it one day, that in Europe and some of the Scandinavian countries, the first line of defense in terms of prescription will be diet and exercise. And then they'll have to come back a couple months later so they can check again. But the tendency in North America seems to be pharmacy. I'm just wondering why. That was just my question. Sorry, Jeff. Okay. All right. So I'll say, just to go back to the beginning, like I do agree with you when you talk about the healthy immigrant effects, that people are healthy when they arrive, and over time they become sick. The food's different. Imagine, you're used to eating jollof, rice and peas, whatever it is, and then you come, and then it's just like all sorts of different foods, right? So people have a lot of GI, symptoms, or sometimes it takes a while to navigate the healthcare system. So of course we're seeing them much later. Now, in terms of how North America prescribes versus other parts of the world, I would say a lot of it is guidelines. Say that the guidelines do start with diet and exercise. Lifestyle change is always going to be the fundamental thing that you start with. So even if medication is indicated, the diet and the lifestyle has to be first. Oh, yes. It has to be first. And that's something I do in my practice. Also, I mean, just prescribing metformin won't really solve the issue. We know there's a lot of different modifiable risk factors that also needs to be addressed, right? So, just encouraging the patient to be physically active, talking about, diets, ensuring that there is,
access to foods and like healthy foods, etc. And tackling all other things that can be modified, smoking, etc. So I think it comes down to some of it is like systemic guidelines, but also I think preference for some providers. Question. Yes. Oui, bonjour, c'est Noir. Je suis du conseil d'administration de PRC, qui d'ailleurs a été la première réponse accompagnée dans une grande démarche pour atteindre certaines communautés comme la communauté immigrante. C'est dans ce domaine que nous travaillons. Mais je voulais revenir à ce qui a été dit. Vous avez un peu touché ça, mais c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé sortir dans vos recherches. Si vous parlez, c'est vrai, il y a, maybe because we are one percentage, I think among the issues that we presented, which did not come out clearly to you, is about the equivalence in the Black community. Of this latest issue, which I didn't see. And first, I understand when it comes, there's a lot of change that's out of this. But one, the main issue was if you want to address the problem, you need to know what is the. I mean, if you want to build this solution, you need to know the problem. That is one thing that's more than the problems. The integration is one of them. You need to know. Someone he was maybe a doctor in his country, he could exercise in the building. But his competence is to recognize his academic background and you have to be able to. And at the same time, we know that in the health system, we always talk about insufficient manpower or doctors, physicians. And such as when it comes to the healthcare, and you find today, it was I think it's a rating where they were releasing some of the statistics to say a lot of people now are going outside Canada to save and for other healthcare facilities. And this one I think is key because this one shows the dysfunction in the healthcare system. And this is supposed to come out of access to healthcare. Today, I don't think anyone to the case. But if I have an emergency, I will get an appointment for 1 year. And by that time, God knows we are going, most of us we are going to the emergency. Where I remember the last time they called us from school. I went and from 3 p.m. I left that place and I was not available. And I didn't see this is one of the problematic, one of the issues that needs to be addressed. Otherwise, the access to healthcare, I understand, yes, it's an issue, but if it's not, I understand this is we want to be able to political correct so that we don't attack the whole system. But this is some of the issues that we need to raise so that we address it and then we get and then the second issue I wanted to ask is about now. Be sure because yes, exactly. But it's about something. You need to say that we don't need a run or something. Yet we provided the results saying that with the Black community, is there any study that has gone into, let's say, a targeted selection something? You know, even among the Black people, I know some people, they know Black, I mean, one can, which area of Africa, is there any study that you would like to know which area of Africans are very contagious to this? Thank you. All right, it's a loaded question. I'm going to do my best to answer it in record time. So, to the first point, I think your question speaks to, what we mentioned about, structural inequities and, just how, like, there's a lot of systematic barriers
that contributes to One Health. So, on one hand, there's an issue for access, even more for, the Black community for various reasons, even more for a newcomer, for various reasons. But on the other hand, you spoke about, like international doctors who could be a possible solution that aren't allowed to practice. So definitely, I think that is that's a point. I mean, I believe that that is a barrier that needs to be worked on. I know that province-wide there is, there's a lot of talk about just increasing primary care access now for every Ontarian. Hopefully, really important for health outcomes. Language concordance equally important, and of course, international doctors can be a solution to that. The other piece you mentioned about like specific to the Black community and which areas in Africa have more prevalence. I'm not privy to that data. I don't know if it exists or not. But probably might be useful, especially as we look at immigration patterns, just to be able to identify what communities might be at greater risk and how we can use that community-based approach. Looking at all the different elements that we spoke about, like even just faith-based organizations being part of it, and just using the community partners to be able to target those who would be higher risk specific to the Black community. Let me also look at Tadele to say we have to accelerate the analysis of the data, because I think we have the data we have the 248 people. We have a lot of data. We collected data, a lot of things in between. I think bring some understanding about that really similar problems. It is almost the last question. Go ahead. Yeah. Thank you very much for the interesting presentation. As you have indicated, the type 2 diabetes is multifaceted factor chronic disease. I think to me, the most acute factor is something related to like the food security. Because other factors might need sometimes to show the impact, and when it comes to the food security, the Black community in general are highly marginalized, and I think the kind way to resolve this issue is through food banking and or maybe something related under the umbrella of some kind of benefit packages, which is like very temporary solution. I just wanted to know if there is any structural approach to get to the lasting solution to this issue. Thank you. Yeah, Dr. Beogo, there are questions for you also. So to that, I'll just quickly say that I think Black food sovereignty would probably be a better solution, where we're not just trying to find a temporary solution, for food access, but we can grow our own foods. We can actually take charge of the type of foods that we want to eat, and make sure that that can have a lasting impact. So that's my answer to that.
I also think that, definitely more work needs to be done in even just understanding there, right? So making some of those big, more systemic changes to be more inclusive, especially to the Black population, we also help. I'll wait for I don't think we're ready for we still have we have 5. We can take another 5 minutes if we have questions, but if not, okay, we have 3 questions, but we have to take 3 questions and we're done. Okay. But the church, I'm sorry, because Hi, my name is Bella. I'm a student in the online undergrad. My question was, since diabetes in our communities, it's uses medications like access to healthy food and social determinants of health. Kind of similar. What do you think are the most realistic and long-term solutions that can actually address the systemic areas rather than just focusing on individual treatment? for those who ceux qui sont dehors, il n'y a pas de la place. Alex est rentré, vous nous asseoir, il y a quelques places, so we're not insisting. The question is, go ahead. Sorry. So I think, like any solution, to break down those systemic barriers, it's going to be very multifaceted, right? You look at the root, the cause of this, like it's going to be really targeted. But, why is it that more people in the Black community are low socioeconomic status? How can that be tackled? Why are the education levels, why is there a difference in, Blacks compared to white when it compares to education status? That needs to be tackled. So it's really looking at all of those factors and addressing it like from a real systemic approach. If racism and structural inequities can be addressed, it will solve probably a lot of this issue for the Black community. Est-ce qu'on peut passer une fois pour après, vous n'avez pas eu d'avis. Ok, allez-y, go ahead. Psychology. First of all, thank you so much for the presentation. It really gave me a further understanding of how these factors can impact the diabetes. And I'm just curious that so far in your practice, what do you think or what have you found to be the most common barriers or factors for your clients to have the potential risk to have or for example for your Black clients and also for other racialized clients in general. Because during your presentation, I also feel like there are many things like this, despite the genetic heritage, there are also many systemic barriers that is indeed influencing them. So yeah. So I mean, the most common ones that I see would be financial barriers. Persons just may not have the money to be able to buy these healthy foods. Cost of living is very high.
people have different priorities. They may be, struggling to keep a roof over their head. So they'll probably just eat whatever they can find to eat rather than, trying to squeeze that budget to have more healthy food. So finances is definitely a big one. I think, access is also a huge issue. Like, for example, for the population that I generally will serve, like for the Black community, those who are refugee claimants or asylum seekers, not everywhere will take their refugee documents, right? So, in fact, we probably see signs, in some places only or something to that effect. So they don't have a lot of places that they can go to access this kind of care, right? To even just be screened. We know that from the guidelines, those who are age over 40, for example, higher risk, so they should be screened at least once every 3 years if they're low risk or more frequently. But if you can't find anywhere to even, see a doctor to order a blood test, then that's a huge problem. So I would say the finance and the access are like two huge barriers that I see a lot. So, yes. Thank you. We have a Caribbean food guides, did you see more of an uptick in terms of motivation for them to eat healthier foods or to even be motivated to exercise? I just want to see if there's an opportunity to do that for so long. I did not analyze that since the because we have put data, but yesterday I just took some data like that to just share. But I would see this for those who said they are from the Caribbean compared to those who said they are from Africa, and if there are differences in terms of the way they eat, but also the way they exercise and the way how this impact them in terms of the things. But I have to analyze the data. Thank you. Michael. About the Merci pour le tour de la question. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes, pour ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de jeunes personnes à souffrir du diabète. Je ne sais pas si vous avez bien constaté. Mais en même temps, surtout pour, je parle des raisons il y a cette maladie de prendre les médicaments. Parce qu'on dit que ça entraîne également la baisse, ça provoque les violences sexuelles. Alors, maintenant, comment concilier la médecine traditionnelle, puisqu'il y a en même temps des témoignages de personnes qui ont dit avoir fait tel traitement à base de feuilles, comment concilier, on a cette peur-là, est-ce qu'il est probable, quand on veut le dire, et la place de la médecine traditionnelle pour accompagner ces personnes-là qui souffrent du diabète et qui sont à risque de souffrir du diabète. Comment essayer de concilier? Il y a des recherches assez avancées, des recherches sérieuses pour savoir quelle est la place de la médecine traditionnelle dans le diabète. Thank you for the question, and that's you can answer, but I think for the last panel, it's also a question I think we can have for whatever things. You want to say something? Do you want to say something? Or maybe Dr. Ashton can say something. Dr. Ashton. Je parle anglais. Oh, she's not understanding. I'm sorry. I'm sorry. But also to talk about the fact that the fear of Black men to take medication because of sexual dysfunctions. They are afraid of
sexual functions after taking medication. And for diabetes, but what she observed is the fact that we have a lot of Black men. They are a lot of Black people. They have diabetes longer. Their diabetes with diabetes is longer, but they she speaks French. I don't know. She speaks English. I don't know. Yes, so you know, if I understand you, I think this is where providing culturally appropriate care comes into play because you know, just the traditional medicine, you know, here's your medication, off you go. It won't work for a community, right? It will not work. The patient has to have that trust in what the physician is saying. And that is why, you know, like, I mean, I'm not surprised that studies even show that, you know, when Black physicians care for Black patients, the outcome is different, right? Because there's definitely more trust, there's an understanding. The doctor is not just going to say, well, okay, go home and, you know, eat this or that. They have the awareness. And that plays a huge role. Understanding the patient's, you know, cultural preferences, all of that will contribute to better outcomes in the Black population. I wanted to mention even just the medication. You know, a lot of times I'll see patients in the office and they said, oh, you know what, I spoke with another doctor at some other place. I got a prescription for this medication at the hospital because I went to the emergency room, but I'm coming back because I need to know from you, like, can I take this? That tells me that, you know, just handing up a prescription, it doesn't always, you know, do anything for patients in our community. You really need to have that level of trust. So care has to be tailored to the individual patient. It needs to be patient-centered. It needs to be culturally appropriate as well. Docteur Alessandra, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. So sexual dysfunction, usually not so much for diabetes medications, usually it's the hypertensive medications, antihypertensives that can cause some of the sexual dysfunction, but it's not uncommon, you know, to have patients having, you know, two morbid illness, right? So a lot of patients with diabetes may have hypertension, and that is where that may come in. But the diabetes medications in and of itself don't tend to cause sexual problems. Est-ce que vous voulez continuer à expliquer ça? Parce que c'est une question que j'aurais quand même plus tard. I 100% agree, but definitely diabetes often presents in men with sexual dysfunction and or develops. As I was going to mention in my talk, often in people in the Black community and other racialized or those without great access, they present with a complication before they're diagnosed with diabetes. When all of this is happening at the same time, it can sometimes seem like one of those medications they put me on is the cause. And often mentally, you would rather blame it on a drug than the physiology. So it's a whole mix of things that you would try to sort out. And you would try to make sure that one of your medications wasn't contributing to a problem. And I 100% function. And as already alluded to, there can be a lot of drugs involved when people are far along in the development of diabetes to manage all the things that go along. Thank you. We'll take a break of 15 minutes. We have some food. And I want to finish by, for this panel, by thanking our speakers,
Dr. Brown, Dr. Bill, and Dr. Moshe Yanta. Please. Connaissance en la de santé. Yes. Voilà, nous voilà sur le plateau de la radio Noir FM. Nous sommes ici sur la conférence, la deuxième partie de conférence, comme thème la voix du changement. C'est Agir contre le diabète, le type 2, dans la communauté noire. Nous sommes ici à l'université du Papa. On est très fort parce qu'on a vu un peu les questions, hein, et dans les explications de certains artistes. Après, il y a eu très vite de la question. J'en arrêtais pas de poser des questions. Il y a une question qui m'a vraiment intéressé, mais avant ça, je voudrais vraiment pour l'instant que qu'est-ce que qui vous êtes plutôt, quelques mots et puis on va. Oui, merci. Mon nom est Joël. En termes de doctorat en santé populaire à l'université d'Ottawa, mais je suis aussi assistant de recherche du centre interdisciplinaire pour la santé noire. Je travaille avec le docteur. D'accord. Alors, déjà, comment trouvez-vous la conférence? Très belle, très belle conférence. Et l'engagement des questions qui sont très pertinentes. Et je trouve qu'on va sortir quelque chose. Oui, et on a vu que sur la nécessité de parler de nourrir la nutrition, la manière un peu de très malement un peu cette question, on n'arrête pas de sur la médecine. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent beaucoup plus. Parce qu'on se dit, si on doit attaquer la problématique du diabète dans la communauté noire, on doit le faire par rapport, on doit le voir d'un angle culturellement adapté ou culturellement ciblé. Alors, quand on parle de culture, on parle aussi nécessairement, on peut parler de la médecine traditionnelle. Mais quand on parle de la médecine traditionnelle, ça varie. Peut-être que pour certaines personnes, ils parlent des guérisseurs traditionnels qu'on connaît en Afrique. La naturopathie. Exactement. Exactement. Donc, je pense que tous ces enjeux peuvent être réunis pour pouvoir se battre. Parce que à la fin de la journée, ce qui compte, c'est la santé. Oui. Donc, je sais que par rapport aux enjeux, par exemple, de croyance ou ça serait important d'avoir un débat avec les, pardon, les leaders religieux pour voir un peu leur perspective, parce que ces leaders d'après moi, ont beaucoup d'influence dans la communauté. Si les leaders religieux, par exemple, s'opposent
additionnels, ça sera très difficile qu'ils puissent y aller. Donc, il faut un débat entre la science, entre ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle et puis les religieux. Donc, dans un cadre communautaire où tout le monde peut venir ensemble pour échanger, pour améliorer la santé. Voilà. Alors, on parle de stress, on parle de jeunesse de plus en plus touchée par le diabète et surtout aussi, tu vois, quelles sont les causes et signes aussi. Ouais, quand on parle de cause, on peut facilement parler des détails. De plus en plus, le diabète dans le temps était connu comme maladie pour les personnes. C'est que le cas des gens qui développent de plus en plus. Et je pense que l'avènement des réseaux sociaux et aussi des écrans portatifs peuvent aussi être à la base parce que beaucoup de gens passent beaucoup de temps derrière des écrans. Donc, ils bougent moins et ils s'assoient beaucoup plus. Ça, c'est un problème, ça peut être à long terme. Donc, en fait, vous parlez de la sédentarité. Exactement. Ok. Donc, ça, c'est un sérieux problème par rapport à avec d'autres conditions aussi. Et on voit que même pour la santé, ça joue. Parce que quand on ne bouge pas beaucoup, quand on est assis et derrière les écrans, ça veut dire que ça affecte aussi une relation. Maintenant, les relations sont faites pas à travers les écrans. Donc, les arrêts virtuels, exactement. Ça peut affecter. Donc, si on peut adresser ces problèmes et essayer de ramener les jeunes ou bien les conscientiser à faire un effort de leur côté pour bouger plus, être moins actif, je pense que c'est loin à renverser ce problème de réalisme là de plus en plus. Moi, j'ai des bords de questions. Vous savez, c'est un internaute, c'est un auditeur. J'ai des bords de questions. J'aurais vraiment posé des questions beaucoup plus, mais il y a la troisième ou deuxième partie, troisième partie avec quel panéliste? Nous avons docteur, il y a en fait docteur Lachny, si je ne me trompe pas, elle est médecin de famille à Ottawa, et nous avons certains chercheurs. Roger Paris, qui va aussi présenter. Et je pense qu'il y a Joséphine Etowa qui est chercheur et aussi prof à l'Université d'Ottawa et infirmière de formation. Donc, elle va aussi présenter. D'accord, ben merci. On a vu qu'il y a des espaces aussi communautaires qui sont là, le TLDC. Nous avons le TLDC qui est d'ailleurs, c'est un espace communautaire, un organisme communautaire très important. Parce que d'abord, de un, c'est un organisme qui se bat très fort. Depuis que ça a connu sa naissance, il se bat très très fort pour conscientiser la population pour se prendre en main et puis connecter avec des ressources existantes ou bien essayer de créer de nouvelles ressources. Donc c'est vraiment une organisation supportée à tout prix parce que en fait la communauté en a besoin. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas. Moi j'aimerais bon, donc, études, tout ça en fait, les études, d'accord. Ouais, on essaye. On essaye. Voilà, ça c'est vrai, en étant modeste, on essaye, mais on va vers le doctorage. Oui, j'ai compris le doctorat dans quelques minutes. Et après ça, si tout va bien, Oh, super. Merci beaucoup. Merci et on se dit la suite dans un instant, on va continuer et vous allez voir peut-être d'autres activités, mais on va tout de suite voir par vous, les panélistes qui vont prendre ça. La suite. Alors, voilà, nous revoilà sur notre plateau. Nous sommes avec Madame Magda Chantal. Parce que voilà, la note de questions, son intervention était très importante. Face
très bon terme, c'est très bon terme, bien, ça. Alors, dans ce sens, les questions, c'est ce que peut être tout le monde de la jeunesse. Alors, dites-nous, très rapidement, Je suis Macron, je suis sociale de profession, mais par exemple, en Haïti, je trouve dans le milieu médical, depuis le temps, depuis la chance de ça me tient depuis des années. Moi, comme je suis assez sur l'aspect de la médecine traditionnelle pour certains pays, mais je pense qu'il faut se focaliser là-dessus parce qu'il y a non seulement cette peur-là, parce que j'ai parlé lors de mon explication de l'importance que ça peut être, donc on a dit que c'est pas le cas, mais il y a cette peur-là, surtout des hormones, carabiniers, je ne sais pas si elle est de même, sur les effets secondaires et de l'éducation, des chimiques sur les effets secondaires sur la santé. Donc, moi, je reste ouverte pour savoir s'il n'y a pas moyen de faire comme la médecine traditionnelle, parce qu'on ne peut pas la faire, parce que les artistes depuis des années, ils se font des effets et ça a quasiment disparu. Il y a eu des corrections, mais c'était pas parce que c'est quand même en phase expérimentale. Il y a plein de facteurs à analyser, mais je pense que par rapport à c'est un angle à explorer. Non, je sais, parce qu'il y a tout ce business, il y a tout ce business qu'il y a derrière, mais quand même, c'est un aspect à ne pas négliger. Parce que les gens se sentent beaucoup plus en confiance s'ils sentent qu'il y a cet aspect-là de leur culture qui est pris en compte. merci. Elle a répondu à la question que je lui ai posée. C'est super qu'on va et le cours, et le brusquer et tout. Donc voilà, on revient à tout à l'heure et si, Pour le diabète type 2 et le prédiabète. Donc, what do we provide? Donc, c'est pour le prédiabète et le diabète type 2, screening. Donc, on y va dans des événements et on fait des workshops avec Certified Diabetes Educator. Et après, donc, ils font, il est valable plusieurs langages avec des interpretation service if needed. Et après, ils font le test HbA1c pour les personnes qui sont à risque élevé. Et ils veulent faire Diabète Education Program pour les personnes qui sont à haut risque. Donc, ils faxent les résultats de ce dépistage aux primary care providers pour les personnes qui sont à haut risque. Et les personnes qui n'ont pas de primary care provider, they will refer them if they are high risk. So we don't provide screening. Excuse me, we provide screening, not pas diagnostic. Ok. Et maintenant, je vais vous présenter notre programme.
Préventive Care Programme. C'est un nouveau programme à Ottawa, dans le centre, dans le CTHD. On a commencé le 9 décembre. Et il y a aussi le Southeast Ottawa, le deuxième centre où il y a ce programme. Donc, associés ici, nous sommes deux, moi et Amal. Moi, donc, je parle français, anglais et arabe, et Amal parle anglais et arabe. Donc, on offre aux participants l'opportunité d'avoir des conversations pour les maladies chroniques, la prévention des maladies chroniques et le holistic health. Donc, notre objectif, c'est d'improver le preventive care access, quality and outcomes for the equity deserved and indigenous population. Comment? Donc, on facilite l'accès au primary care. On offre des programmes de prévention, des services et surtout des ressources. On fait la promotion de healthy behavior, la détection maladies chroniques et le dépistage des cancers. Donc, les cancers, quand on fait le dépistage, c'est le programme d'Ontario, le cancer, le Ontario Breast Screening Program, OBSP, colorectal and cervical cancer. Donc, on aide les personnes à accéder aux services de dépistage qui sont adéquats pour eux et on les aide à comprendre leur personal health risk and de savoir les bénéfices and the limitation du dépistage and of course to make informed choice. Donc, all our services are free, confidential and judgment free. Donc, durant notre conversation, on fait l'éducation de la santé et le coaching de santé pour les maladies chroniques, les facteurs de risque de maladies chroniques. Et on développe avec nos clients leurs objectifs pour faire un care plan, pour les aider, pour achever leurs objectifs et on fait des connexions with primary care, les ressources, les programmes et les services qui dépendent de leur preventive care goal. Donc, comme j'ai dit, notre priorité, c'est le cancer screening, on a le programme of cancer screening, la prévention de diabète, la vaccination, smoking cessation, healthy eating, nutrition and exercise. Donc, comment notre programme, comment le flow de notre programme? Donc, l'entrée en général, le primary care, il nous adresse. One minute. En 1 minute? Yes. Sorry. Oh non, non. En fait, j'ai dit, il vous reste 1 minute. C'était pour longtemps. Désolé. Je voulais être discret. Donc, c'est les médecins, en général, les primary care, ils nous adressent les clients ou se représentent dans des événements où il y a des personnes qui s'adressent directement à nous. Et donc, après, nous faisons donc, avec nos clients l'éducation de la santé et le coaching et on fait le preventive care planning et on fait surtout la connexion avec les programmes et les services pour nos clients.
pour la réunion cet après-midi. Je m'appelle Sylvia ici. And now I will speak in English. And merci for the introduction. I'm going to say my name is Heather Lockman. Lockman. And that's okay. It's not a problem at all. And, I had to say it once. So I'm very happy to be here. I'm here to learn, and so see, you'll be hearing, maybe I can say I'm reinforcing many of the things you've already heard this afternoon before we leave. I put this list of my many roles because it's for you. It's for you to come back to me and say, oh, can you help us to disseminate the Black Fit program? I can think of many ways I can do that because of my role in Ottawa Hospital Endocrine Diabetes Center, and also because of my role in the continuing professional development. We have much outreach to many community providers in the area, and through social media, through our mailing list, and we're very happy to get involved in that. So we can follow up on that. So already I feel good that I can leave here and have one thing on my to-do list, but I'm sure there'll be many more. I have been involved in some of the guidelines, quality standards, and also as relates to recruiting for research. Why are many groups kind of excluded or fearful or not even invited to be part of clinical research? And so hopefully, efforts will connection. And also I hope to take some thoughts away that can be a quick win for me when I do my diabetes clinic weekly, and I can seek collaborations and offer my help. That's my main goal for you today. Feel free to follow up with me. So some of the things we picked up on this afternoon include the lack of high quality data, but some great contributions we heard about, some Canadian studies and systematic review. Although one of your key findings was about how little there is out there about the population in Canada. And then we also heard about collecting more race-based data, asking people how they identify, and that's just the beginning of being able to learn about the exact rates of diabetes, and also to encourage participation in clinical trials. We often rely on USA data, that is for sure. And there are so many differences in our say. So we always have to keep that in mind when we're reading papers about that refers to that. I mentioned the underrepresentation in clinical trials, but what we do know is there's clearly a high prevalence and a higher risk of complications of diabetes related to diabetes in the Black population in Canada and Ontario. And diabetes is prevalent. It's a widespread disease. And we've heard of lots of facts and figures this afternoon about prevalence in different groups. So they're just put up there to remind you, very high. We may not have completely accurate data, and it also depends on how you define screening diabetes. And just to remind you, though, it is so prevalent, it is overwhelming the hospitals. And we talked about the Ottawa Hospital has more than 30% of the people that are in the hospital
Je m'exprimerai en français. Oui. La semaine dernière, je suivais la radio et il y a un monsieur qui expliquait que si vous faites la marche rapide, vous, vous n'êtes pas, vous n'allez pas attraper cette maladie, donc diabète de type 2. Vous êtes épargné de cette maladie. Du coup, dans ma famille, presque tout le monde est diabétique. Et je leur dis de marcher et tout. Ils le font. Est-ce que la maladie partira ou ils resteront malades ou qu'est-ce qui va se passer après? I understand fast, Oui. then diabetes, that exercise is very good. It's part of managing diabetes, part of preventing diabetes, and many other problems, including the muscle strong and your heart strong. I absolutely agree with that. We all need to do that, but it won't prevent diabetes. If you have a strong genetic predisposition, or Bonjour, alors nous revoilà en fait ici sur le plateau de la radio Voix FM. Nous sommes ici encore, comme l'on l'a dit, pratiquement le 25 septembre 2025 à l'Université d'Ottawa pour le compte de cette conférence qui s'est passée, comme on peut dire, le thème c'est la voie du changement, agir contre le diabète de type 2 dans la communauté noire, et donc on va dire un peu, maintenant nous avons la chance d'avoir des gens qui mobilisent en fait cette communauté-là, le PLDC, promotion leadership et développement communautaire. J'espère que je l'ai bien dit. Alors nous avons la présidente aujourd'hui aussi, nous avons les deux présidents, on va dire ça dans ce sens-là. Alors dites-nous, présentez-vous quand même, honneur aux femmes, et après on va passer quand même, voilà. Quand même, puisque on essaie d'être toujours galant. Exact. Voilà. Alors, présentez-vous et on va quand même directement passer aux questions après. Oui, bonsoir. Moi, je suis Madame Adèle Marie Tabokaota. Je suis la cofondatrice de PLDC et directrice exécutive. Oui, bonjour. Moi, mon nom c'est Léonard Akasitebe. Je suis actuellement le président du conseil d'administration de PLDC. Alors, très bien. On a vu que vous avez été d'attaque sur la période des questions. Vous avez quand même pas mal posé des questions. Vous avez participé. On a eu vraiment une grande participation active. Alors, dites-nous aujourd'hui, en quelques mots, comment déjà vous avez trouvé cette conférence? Oui, on a été actifs dès le début de ces activités parce que nous avons été là pour mobiliser la communauté pour qu'ils puissent aussi prendre part à ces activités et faire le dépistage pour le diabète de type 2. Et c'était très important. Aujourd'hui, notre conférence, c'était pour nous donner un retour sur les résultats de ce qui s'est passé pendant 3 mois. Et ça a été vraiment très enrichissant dans le sens qu'on nous a donné beaucoup de données qui ont été collectées. Et ça fait que nous sommes maintenant très conscients que la communauté noire est vraiment affectée. Et maintenant, ça reste de notre côté de faire un peu plus de plaidoyer et aussi beaucoup plus de sensibilisation dans la communauté noire pour qu'ils soient très conscients de ce type de diabète qui peuvent facilement les affecter. Et nous étions aussi là pour un peu hausser la voix et faire un peu plus de plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation, non seulement du côté de la communauté, mais aussi du côté des décideurs,
et aussi mobiliser un peu plus de ressources pour que notre campagne et notre travail soient mieux exécutés et que notre communauté, bien sûr des communautés des Noirs qui sont très affectées, soient aussi conscients de cette situation et que nous puissions ensemble avec l'Université d'Ottawa pour apporter la prévention dans ce sens. Merci. D'accord, très bien expliqué. En tout cas, à vous, madame, aussi, on a vu votre participation dans la troisième partie, je crois, du panel. Ces périodes de questions, on vous a été données, vous avez posé des questions. Alors, dites-nous un peu comment vous avez vu cette journée. Personnellement, c'est une journée qui marque une satisfaction de mon côté, parce que quand le Centre de recherche sur les maladies de Noir de l'Université d'Ottawa nous a approchés comme partenaires de mobilisation communautaire, je ne croyais pas que nous allons venir jusqu'à ces résultats et que nous serons toujours les partenaires choisis pour accompagner ces grands projets qui ont un impact communautaire. Et j'ai posé la question concernant la prévalence des diabètes de type 2 dans la communauté de Noir. La question était de savoir, selon les études qui ont été menées pendant ces 3 mois, au moins 13,3% de personnes noires adultes sont à haut risque de développer ces maladies de diabète de type 3. Alors, j'étais en train de poser la question de savoir, est-ce que nos enfants qui sont nés ici, ou bien la deuxième, troisième génération des personnes noires, sont aussi concernés? Ici, grandissent ici avec des habitudes culinaires ou sportifs comme des Canadiens ici, nous sommes toujours à haut risque partant de nos gènes aussi. Oui. Bien que nous avons changé de l'environnement, nous avons changé des habitudes, il y a des sangs qui coulent à nous. Donc, je lance encore un message de sensibilisation à nos gènes, qu'il ne faut pas qu'ils oublient que le diabète de type 2 affecte plus la communauté noire comme plus que les autres communautés. Alors moi, j'ai une question comme ça que je pose, parce que je sais que le directeur m'a demandé d'être quand même très bien dans mes questions. Alors, nous sommes notre média, notre presse vient toujours auprès de votre structure, la PLDC, et vous avez fait pas mal d'activités ces derniers temps, et beaucoup de monde viennent, ils sont présents, et on se demande les stratégies et les voies de communication que vous avez pour faire venir toujours ce monde qui vient, vous donner des mondes, des personnes en fait, et surtout les personnes migrantes aussi. Oui, d'abord, nous faisons partie de cette communauté-là. Donc, ce n'est pas que nous sommes absents dans la communauté, nous sommes présents. Et c'est ce qui fait que, étant partie de la communauté, c'est plus facile de mobiliser cette même communauté parce que nous partageons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et nous cherchons ensemble les solutions à ça. Et c'est ce qui nous permet, parce que la meilleure façon de chercher une solution, ce n'est pas de se mettre à l'écart, mais il faut être présent quand il y a de telles activités ou de tels événements pour apprendre plus. C'est ce qui fait que nous, tous ensemble, avec notre communauté où nous nous identifions, nous sommes toujours présents quand il y a des types d'activités comme celle-ci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure aussi, je vous ai entendu dans les couloirs, vous parlez de intégration. Oui, ça c'est aussi un problème, même dans la présentation qui a été donnée, vous avez vu, on a parlé des problèmes de racisme, il y a problème de culturel, barrière culturelle, qui fait que, qui affecte beaucoup même des gens de notre communauté, qui sont aussi victimes de ça, et ils apprennent un peu avec retard leur situation, situation de santé. Alors que si l'intégration est bien faite, ça va leur permettre d'accéder à certains services et de faire leur dépistage à temps, et peut-être, pourquoi pas faire aussi, suivre le procédure aussi de prévention. Dans un langage plus simple, c'est-à-dire, voilà, qui reprennent les nouvelles habitudes, en fait. Oui, de santé. Exact, les nouvelles habitudes de santé, et aussi s'intégrer dans le système de santé local
Et c'est ce qui fait aussi, ça fait partie aussi des piliers de notre organisation. Alors, dernière question pour Madame Adèle. Dites-nous un peu, puisque la gente féminine aussi est touchée, hein, est touchée. Et les facteurs réels, quels en sont les facteurs puisqu'on sent aussi, on a parlé tout à l'heure, on a entendu que il y a aussi cette nouvelle, ça se tend sur cette nouvelle jeunesse qui est touchée de plus en plus. Et on sent que la gente féminine aussi est touchée aussi de plus en plus. Quelles sont les stratégies, les voies à venir que vous êtes en train de mettre en place? Je sais qu'il y a des fois, il faut cacher, mais bon, allez-y. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion, mais je vais justement m'atteler à trois points. Oui. La gente féminine est plus touchée et nous sommes en train de sensibiliser les femmes de pratiquer plus le sport. OK. On s'est dit tout à l'heure que manque des activités physiques, ça fait partie des facteurs à faire avancer vite. Donc, rompre avec la sédentarité. C'est tout à fait ça. Aussi regarder les calories que nous consommons par jour. Donc, revoir aussi nos habitudes alimentaires, surtout que c'est nous les femmes qui sommes plus dans les courses, qui sont dans la cuisine la plupart du temps. Donc, il faut qu'on regarde qu'est-ce que nous mettons sur la table pour servir notre famille et nous-mêmes. D'accord. Et ça se passe par des enseignements, des sensibilisations et des activités comme ça. Parce que vous avez encore posé une question, comment nous faisons pour atteindre la communauté? Exactement. Nous sommes dans la communauté PDC, parmi ces piliers, c'est créer le pont entre la communauté et les services existants. Donc, nous, attaquer la voix de la communauté, attaquer l'agent porteur des nouvelles, nous sommes touchés qui, à quoi, au moment opportun aussi. D'accord. On vous a vu à Casselman, on voit à Embrun, Rossel, on voit encore en train d'explorer en tête toute cette ligne de Prescott Rossel. En tout cas, de bon vent, merci à vous. Et voilà, un dernier mot pour vous, hein, pour les autres qui vous regardent, qui vous suivent actuellement. Voilà, comment vous joindre, comment vous joindre, comment on peut faire pour vous joindre, quelqu'un qui a besoin de vous joindre absolument rapidement là aujourd'hui. Comment, par où doit passer, par qui doit passer, voilà. PDC est ouvert à tout le monde. C'est une plateforme, c'est une organisation qui travaille pour la communauté. Si vous avez besoin de se joindre à notre cause, appelez-nous au 613-697-7680 ou vous nous laissez un message courriel sur info@pdc.ca. Et nos pages Facebook sont ouvertes. Merci à vous et on se dit à une prochaine fois encore pour des autres activités. On va voir, vous allez voir encore ce monde qui draine toujours, des foules qui sont toujours, qui viennent tout le temps, qui sont en contact avec la communauté. Donc c'est très bien de voir PLDC qui est promotion leadership, développement communautaire. Hein. Donc voilà. Merci, on se dit bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Mais c'est quoi les activités, genre? C'est quoi que tu dois faire? Hi there.